Il existe des artistes qui avancent à découvert, et d'autres qui survivent grâce à une chose plus rare que le talent, la pudeur. À 77 ans, Gérard Darmon n'a plus l'âge des pauses. Il a l'âge des bilans intimes, de ces phrases qu'on ne dit qu'une fois quand on comprend que le temps n'est plus un décor, mais un juge silencieux. Né le 29 février 1948, acteur populaire, visage familier du cinéma français depuis des décennies, il continue pourtant d'aller au front. Projets, musique, scène, interview, avec cette franchise mêlée de fatigue et de vitalité qu'on reconnaît chez ceux qui n'ont plus rien à prouver. Et puis il y a Vanessa Paradis, un nom qui depuis l'adolescence traverse la France comme une évidence. Révélée très jeune, propulsée dans une notoriété brutale, elle a appris tôt à se tenir sur le qui-vive, à filtrer, à doser, à ne jamais trop donner. En 2025, le monde la décrit encore comme une artiste sur ses gardes, exigeant des questions précises et répondant avec une concision presque défensive. Deux trajectoires, deux tempéraments. Lui, l'homme de troupe, de répliques, de rires, d'excès parfois. L'énergie d'un acteur qui a grandi dans un métier où l'on se serre les coudes et où l'on parle fort pour exister. Elle, l'icône qui a dû apprendre à se protéger, parce que la surexposition, chez elle, n'a pas été un luxe, c'était une violence. La même source rappelle les attaques, les propos sexistes, les humiliations médiatiques subies très tôt et cette défiance durable envers la presse qui s'est incrustée comme un réflexe. Alors, pourquoi maintenant ? Pourquoi Gérard Darmon, aujourd'hui, choisit-il de parler non pas d'un scandale, non pas d'une querelle, mais d'une pudeur rare qu'il dit avoir perçue chez Vanessa Paradis ? Parce qu'à cet âge-là, on cesse de courir après l'événement. On cherche ce qui reste quand le bruit s'éteint. Dans une interview récente, on le voit réfléchir au temps qui passe, à l'avenir, à cette incertitude qui paradoxalement rend plus libre. Et dans ce moment précis, évoquer Vanessa Paradis revient à évoquer une leçon. La retenue comme élégance, le silence comme frontière, la simplicité comme choix. D'autres, autour d'elle, disent la même chose avec des mots concrets. Des réalisateurs louent son absence de minauderie, sa proximité avec l'équipe, sa manière de ne pas contrôler son image obsessionnellement sur un plateau, comme si sa pudeur ne consistait pas à se cacher, mais à ne pas se mettre au-dessus. Mais qu'a-t-il vu, lui, Gérard Darmon, que le public ne voit jamais ? Quel moment exact a fait basculer une impression en certitude ? Et si cette pudeur chez une femme scrutée depuis ses 14 ans était en réalité la cicatrice la plus visible de sa célébrité ? Elle n'a jamais eu besoin de parler fort pour être entendue. Et c'est précisément cela qui frappe Gérard Darmon la première fois qu'il se retrouve face à Vanessa Paradis. Cette façon d'être là, entièrement, sans jamais se donner en spectacle. La rencontre, si l'on s'en tient aux jalons vérifiables, passe par un rendez-vous de télévision où les personnalités se croisent souvent sans se connaître vraiment. Burger Quiz, dans sa relance de 2018. Le principe est simple, presque enfantin. Deux équipes, des questions absurdes, une mécanique de jeu qui met les égos en suspens et oblige les célébrités à redevenir, l'espace d'une émission, des joueurs vulnérables, prêts à se tromper. Le 20 juin 2018, l'affiche aligne des noms qui appartiennent chacun à une France populaire. Chantal Lobby, Nicolas Maury, et sur le même plateau, Gérard Darmon et Vanessa Paradis. Le tableau des invités de la saison 2 mentionne explicitement cet épisode et cette configuration d'équipe. Ce n'est pas un tapis rouge, ni un festival où tout est posture. C'est un cadre qui, par définition, fait tomber les masques. Dans une émission comme celle-là, on ne raconte pas sa légende. On répond, on rate, on rit, on se rattrape. Et c'est là, souvent, que se joue la vraie première impression. Darmon arrive avec son énergie habituelle, celle d'un acteur habitué au collectif, au ping-pong verbal, à la complicité immédiate. À 77 ans, il dira d'ailleurs encore en entretien qu'il avance sans détour, qu'il continue, qu'il écrit, qu'il ne sait pas exactement combien de temps il lui reste, mais qu'il marche quand même. Cette franchise-là, presque physique, c'est son langage. Vanessa Paradis, elle, porte une autre histoire, celle d'une célébrité précoce, d'une exposition parfois brutale, d'une vigilance devenue réflexe. Le portrait publié par M, le magazine du Monde, à la fin août 2025, insiste sur cette posture, une artiste sur le qui-vive, marquée par les attaques subies très jeune et qui protège farouchement sa sphère privée. Sur un plateau de jeu, cela se traduit rarement par des déclarations, cela se traduit par des détails, une économie de gestes, une politesse précise, une manière d'écouter avant de répondre, rien d'hostile, rien de glacial, simplement
une frontière invisible. Et c'est peut-être là que Darmon capte quelque chose. Non pas une timidité, plutôt une pudeur au sens le plus français du terme, la capacité à ne pas s'étaler, à ne pas se servir de soi comme d'un argument. Dans un univers où l'on confond souvent présence et démonstration, cette retenue devient presque déroutante. La télévision, paradoxalement, accentue ce contraste. Parce qu'elle grossit tout. Elle grossit l'exubérance. Et elle grossit aussi le silence. Vanessa Paradis, ce soir-là, n'a pas besoin de prendre la place. Elle la laisse venir à elle. Et dans le dispositif même de Burger Quiz, où l'humour peut vite devenir une surenchère, cette sobriété agit comme un rappel à l'ordre. On peut être drôle sans se dénuder. On peut être vu sans se livrer. Ce qui se joue dans cette rencontre tient aussi à la génération. Darmon est né en 1948, Paradis en 1972. Près d'un quart de siècle d'écart. 2 rapports au métier, 2 époques médiatiques. Lui a grandi avec la culture du plateau, de la bande, du « on y va, ensemble ». Elle a grandi avec l'objectif planté dans l'adolescence, avec une notoriété qui ne laisse aucune marge à l'erreur. Alors forcément, quand ils se retrouvent au même endroit, c'est plus qu'un croisement de célébrités. C'est une collision douce entre 2 manières de survivre à la célébrité. Et l'on comprend pourquoi, des années plus tard, Darmon choisit de parler non pas d'un moment spectaculaire, mais d'une impression humaine. Parce qu'il n'a pas été témoin d'un scandale, il a été témoin d'un style, d'une façon de se tenir et de se protéger sans jamais humilier l'autre ni se mettre au-dessus. La rencontre, au fond, n'est pas un événement, c'est un déclic. Une image mentale qui reste, qui travaille, qui revient, et qui donne envie de remonter le fil. Car pour saisir ce que Darmon croit percevoir chez Paradis, il faut revenir à ce qu'ils ont été, chacun, au moment où la France les a adoptés. Les années où la gloire n'était pas encore un poids, mais une promesse. La gloire en France n'a jamais été qu'un trophée, c'est une mise à nu. Et chez Gérard Darmon comme chez Vanessa Paradis, elle arrive à des moments différents, mais avec la même brutalité. Celle qui oblige à choisir, très tôt, une façon de tenir debout. Pour Vanessa Paradis, tout commence par un choc collectif. 1987. Une adolescente de 14 ans surgit dans le paysage et le pays entier retient un refrain. Joe le taxi s'accroche au sommet du top 50, s'installe partout, dans les voitures, les radios, les cours de récréation. Une chanson qui, en quelques semaines, la fait passer de jeune fille à symbole. Mais la gloire chez elle se paie immédiatement. L'article de M, le magazine du Monde, rappelle la violence qui suit. Les huées au Midem de Cannes en janvier 1988, les insultes, la manière dont une partie du pays déteste cette lycéenne aussi vite qu'il l'a idolâtrée. Ce n'est pas un détail anecdotique, c'est une matrice. C'est là que naît très tôt cette prudence dont on parlera plus tard comme d'un trait de caractère, alors qu'elle ressemble plutôt à un mécanisme de survie. Et pourtant, elle continue. Elle ose le cinéma, et pas un cinéma sage. Noces blanches, sorti fin 1989, rôle à haut risque, succès public massif, près de 2 millions d'entrées en quelques semaines, et une actrice encore adolescente projetée dans une histoire d'amour qui fait débat. Puis viennent les marques de reconnaissance officielles, celles qui transforment une idole en artiste légitime. En 1990, elle cumule victoire de la musique, prix Romy Schneider, César du meilleur espoir féminin et un 2e album écrit par Serge Gainsbourg, Variations sur le même thème. Voilà le paradoxe. Une célébrité trop précoce pour être confortable, mais déjà trop solide pour être une parenthèse. Et la décennie suivante confirme l'équilibre rare musique et cinéma, sans choisir, sans se diluer. En 1992, elle enregistre un album aux États-Unis avec Lenny Kravitz. En 1995, elle est à l'affiche de Elisa. En 1998, elle tourne Une chance sur 2 avec Belmondo et Delon sous la direction de Patrice Lecomte. La gloire devient une durée. Gérard Darmon, lui, n'entre pas dans la gloire comme on entre dans un conte. Il y entre comme on entre dans une carrière, par le travail, les rôles, les changements de registre. Né le 29 février 1948, il s'installe progressivement comme un visage incontournable du cinéma français, avec cette capacité très métier à être à la fois familier et insaisissable. Comique, inquiétant, tendre, brutal selon la scène. Ces années de reconnaissance s'attachent à des titres qui deviennent des repères. On le retrouve dans 37 degrés 2 le matin,
film sorti en 1986, où il décroche une nomination au César du meilleur acteur dans un second rôle. Puis, au fil des années 1990, il marque la mémoire populaire avec La Cité de la Peur, 1994. Ce type de film qui, en France, finit par vivre une seconde vie, répliques reprises, scènes devenues cultes et une présence d'acteurs qui s'imprime durablement. Et arrive le début des années 2000, une période où Darmon se met à occuper, presque simultanément, plusieurs territoires. 2001-2002, il est Amon Beaufils dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, et cette visibilité-là est massive, transgénérationnelle. Le film lui vaut une nouvelle nomination au César dans sa catégorie. Dans le même mouvement, il porte une autre facette, plus intime, plus française, dans le sens sentimental du terme. Le cœur des hommes, 2003, puis sa suite. Ce que ces années de gloire racontent, c'est surtout une différence de climat autour d'eux. Vanessa Paradis devient célèbre trop vite et apprend à protéger ce qui n'est pas négociable. Le Monde décrit encore des décennies plus tard cette exigence. Elle veut des questions précises et répond de façon concise, comme si chaque mot donné au dehors devait être comptabilisé. Darmon, lui, grandit dans une époque où la gloire se construit par accumulation. Film, second rôle fort, silhouette marquante, et ce privilège discret arrivé à la notoriété adulte quand on a déjà des outils. Mais alors, qu'est-ce que cela produit quand ces deux gloires se regardent? Chez lui, la gloire semble avoir fabriqué une liberté de parole. Chez elle, elle a fabriqué un art du retrait. Et c'est exactement là que se dessine l'objet du récit, cette pudeur rare qu'il croit reconnaître, non pas comme un trait glamour, mais comme une intelligence, une stratégie, une frontière. Et si au fond, leur grandeur venait de la même chose, non pas ce qu'ils ont montré, mais ce qu'ils ont refusé d'offrir. La pudeur, on la confond souvent avec la distance. Mais quand on s'approche un peu, on comprend que la pudeur peut être une fissure parfaitement entretenue. Une manière de ne pas laisser le monde s'engouffrer. Après la rencontre, il n'y a pas de roman évident, pas de grande amitié affichée, pas de photos complices, pas d'anecdotes répétées en boucle dans les magazines. Et c'est précisément là que quelque chose commence à travailler Gérard Darmon. Parce que, dans ce métier, les liens se fabriquent vite, les gens se tutoient en 3 minutes, s'inventent une intimité en public, se disent frères ou sœurs devant une caméra. Lui connaît cette mécanique, il la maîtrise. Il en a ri 1000 fois. Mais alors, pourquoi, avec Vanessa Paradis, tout semble résister à ce réflexe-là? Ce n'est pas de la froideur, c'est autre chose. Une présence qui ne se donne pas comme une preuve, une attention sans étalage. Et très vite, cette qualité devient un miroir inconfortable, parce qu'elle oblige l'autre à se demander ce qu'il fait, lui, quand il parle. Est-ce qu'il parle pour partager ou pour occuper l'espace? Est-ce qu'il raconte pour éclairer ou pour séduire? Pour un acteur comme Darmon, habitué à l'oralité, à la chaleur, à la phrase qui claque et qui rassemble, la retenue de Paradis n'est pas seulement un trait charmant, c'est une contradiction vivante. Une manière de dire « je suis là, mais je ne vous appartiens pas ». Pourtant, le public, lui, n'accepte pas ce type de phrase implicite. Le public exige des portes ouvertes. Il réclame des clés. Il veut savoir, comprendre, posséder. Vanessa Paradis porte sur elle une mémoire collective. L'adolescente qu'on a adorée, puis humiliée, l'artiste qu'on a commenté comme on commente une météo, la femme dont on a voulu faire un symbole, puis une histoire, puis une polémique. Et quand une personne a été racontée par les autres pendant si longtemps, il ne lui reste parfois qu'une solution, réduire son propre récit au strict minimum. C'est là que naissent les fissures, dans ce malentendu permanent entre ce qu'une artiste protège et ce que le monde exige. Gérard Darmon, lui, appartient davantage à une tradition où l'on fait avec le bruit, où l'on le tourne en dérision, où l'on répond par une vanne, une pirouette, un coup de théâtre. Et il y a quelque chose de très français dans cette posture, l'idée qu'il faut désamorcer toujours, ne pas laisser le malaise gagner. Mais Vanessa Paradis ne désamorce pas, elle filtre. Et ce filtre, dans une époque saturée de réseaux sociaux, de micro-phrases sorties de leur contexte, de jugements instantanés, devient presque un acte politique. Dire moins pour être trahi moins. Ne pas commenter pour ne pas être piégé. Ce soir-là, ce n'est peut-être pas sur un plateau, ni dans une salle pleine, mais dans un interstice, une seconde hors micro, un passage, un couloir, un merci murmuré, que Darmon comprend la nature exacte de cette pudeur. Non pas une coquetterie, une discipline. On imagine la scène sans l'inventer. Lui, spontané,
qui lance une phrase de plus, un compliment, une remarque sur le métier, quelque chose de chaleureux. Elle, qui répond avec précision, sans en rajouter, une réponse courte, juste. Et puis cette chose rarissime, elle ne prolonge pas pour être aimée, elle ne remplit pas le silence, elle accepte que l'instant soit incomplet. Dans la plupart des milieux, c'est insignifiant. Dans le monde du spectacle, c'est une rupture de contrat, parce que, dans ce milieu, on apprend très tôt que le silence se paye, qu'il est interprété comme du mépris, de l'arrogance, du calcul, alors qu'il peut être simplement une frontière vitale. Et c'est ici que la tension s'installe. Darmon commence à percevoir que cette frontière n'est pas neutre. Elle n'est pas un style, elle est la trace d'une histoire. Et cette histoire, il ne la connaît pas entièrement. Personne ne la connaît entièrement. Mais il en devine la logique. Quand on a été dévoré trop tôt, on apprend à ne donner que ce qu'on peut se permettre de perdre. Mais alors, qu'est-ce que cette pudeur fait aux relations, au quotidien, aux collaborations possibles, aux amitiés qui naissent habituellement d'un éclat partagé? Elle rend tout plus lent, plus incertain. Elle impose un respect réel, pas celui qu'on proclame, celui qu'on pratique. Respecter quelqu'un, c'est aussi accepter de ne pas tout savoir. Accepter que la proximité ait des limites. Et ça, pour un homme de verbe comme Darmon, c'est une épreuve discrète. Car une fissure, ce n'est pas forcément une rupture. C'est une ligne de fragilité qui avertit. Attention, si tu appuies trop fort, ça casse. Et ce qui se fissure, au fond, ce n'est pas leur lien, c'est notre fantasme de lien. Notre besoin de transformer chaque rencontre en histoire, chaque échange en aveu, chaque silence en stratégie. À ce stade, Darmon ne parle pas encore d'avant ou d'après. Il parle d'une perception, d'un détail humain qui résiste à la consommation médiatique. Et c'est précisément cette résistance qui prépare la suite. Parce qu'à un moment donné, dans une vie, la pudeur ne suffit plus. Il y a des crises qui obligent à choisir entre se taire pour se protéger et parler pour ne plus étouffer. On ne se brise pas toujours au moment où l'on crie. Parfois, on se brise au moment où l'on se tait. Chez Vanessa Paradis, la crise n'a pas la forme d'un effondrement spectaculaire. Elle ressemble plutôt à une succession de chocs, encaissés trop jeunes, qui finissent par fabriquer une règle intérieure. Ne plus offrir au public ce qu'il croit avoir le droit de prendre. La première fracture, elle est presque inaugurale. Janvier 1988, Cannes, le Midem. Vanessa Paradis a 15 ans. Elle est déjà un phénomène. Et pourtant, elle se fait huer. L'article de M, le magazine du Monde, rappelle cet épisode et la violence de la réaction comme un basculement. L'idole peut devenir cible en un instant. Mais alors, que fait-on après ça quand on n'est qu'une adolescente? On apprend. On apprend à verrouiller. On apprend à choisir ses silences. Et surtout, on comprend que la scène publique est un endroit où l'on ne vient pas seulement chanter, on vient se défendre. Puis arrive une autre secousse, plus complexe, plus ambiguë, le cinéma. Noce Blanche la propulse dans un rôle qui choque, qui fascine, qui déstabilise. Le film devient un marqueur de sa trajectoire, et aussi une zone de projection pour les fantasmes des autres. Le même portrait du monde insiste sur la dimension éprouvante de ces années. La jeune femme est scrutée, commentée, sexualisée, et elle découvre très tôt que la réussite n'annule pas la brutalité du regard. C'est ici que la pudeur cesse d'être un trait mignon. Elle devient une armure. Pour le public, pour les médias, la tentation est constante. Réduire Vanessa Paradis à une image facilement consommable. La petite prodige, la muse, l'icône. Et plus tard, la femme dont on commente la vie privée comme un feuilleton. Or, M, le magazine du Monde, décrit au contraire une artiste qui, aujourd'hui encore, se présente sur le qui-vive, exige des questions précises, répond peu et protège strictement sa sphère personnelle. Pourtant, cette réserve n'a jamais empêché l'engagement artistique. Elle continue de travailler, d'enregistrer, de tourner, mais à sa manière, en contrôlant l'exposition, en ménageant des distances, en évitant ce piège moderne où l'on confond authenticité et confession. Et c'est là que se joue la crise la plus sourde, la crise du récit. Qui raconte votre vie quand tout le monde veut la raconter à votre place? En 2025, Vanessa Paradis revient au premier plan musical avec un album annoncé pour octobre 2025, après plusieurs années sans disque, et un retour qui attire forcément la lumière. La presse s'en empare. Non seulement l'œuvre, mais aussi le symbole du retour, la question du « pourquoi maintenant ?» et tout ce que la célébrité essaye de tirer d'une artiste qui, précisément,
refuse d'être absorbé. La crise dans ce contexte, ce n'est pas seulement la pression promotionnelle, c'est le risque d'être ramené à ce qu'on sait déjà, à ce qu'on croit déjà savoir. Le portrait du monde insiste sur cette fatigue-là, l'impression que chaque prise de parole peut être retournée, tronquée, transformée en petites phrases. Alors elle resserre encore. Elle choisit la retenue comme discipline. Et Gérard Darmon dans tout ça, lui aussi se trouve à un point de bascule. Né le 29 février 1948, il a 77 ans. Un âge où l'on ne peut plus se permettre de mentir sur l'essentiel, même à soi-même. Ce qu'il perçoit chez Paradis, cette pudeur rare, n'est plus seulement une observation esthétique. C'est une question intime. Qu'est-ce qu'on protège quand on a passé une vie à être regardé? Mais alors, pourquoi lui en parle-t-il maintenant? Parce que, dans ce métier, la crise ne touche pas que ceux qu'on attaque. Elle touche aussi ceux qui observent, qui comprennent, et qui, à force de voir la violence du système, finissent par avoir envie de nommer ce qu'ils respectent. Chez Darmon, la parole devient un geste de reconnaissance. Dire que la pudeur de Paradis n'est pas un caprice de star, mais le résultat d'une histoire et d'une lucidité. Ce soir-là, on peut imaginer, sans fabriquer d'anecdotes, ce que ce respect signifie concrètement. Ne pas forcer l'intime, ne pas exiger l'aveu, ne pas confondre proximité et droit d'accès. Dans une émission où ils ont été réunis en 2018, Burger Quiz, 20 juin 2018, le dispositif même valorise le relâchement, l'abandon, l'exubérance. Et pourtant, Paradis prouve qu'on peut être sans se livrer, qu'on peut rire sans se dissoudre. La crise, au fond, c'est celle-ci. Le monde veut du dévoilement. Elle choisit la pudeur. Et plus le monde insiste, plus cette pudeur devient un acte de résistance. Ce qui ouvre naturellement la suite. Après la tempête, comment vit-on? Comment travaille-t-on? Comment aime-t-on? Et comment, un jour, décide-t-on de dire enfin quelque chose, mais à sa façon, sans se trahir? Après une tempête, on ne revient pas comme avant. On revient autrement, plus précis, plus méfiant parfois, et surtout, plus conscient de ce qu'on ne donnera plus. Chez Vanessa Paradis, l'après n'a jamais ressemblé à une revanche tapageuse. C'est une reconstruction silencieuse, presque technique. Apprendre à rester visible sans être disponible. À continuer d'émouvoir sans se confesser. À travailler beaucoup, mais à parler peu. Quand M, le magazine du Monde, dresse son portrait à la fin de l'été 2025, le constat est clair. Paradis demeure une discrète idole sur le qui-vive, marquée par une surexposition précoce et des blessures médiatiques, et très attentive à la séparation entre l'artiste et la sphère privée. On n'est plus dans la jeune fille avalée par le commentaire permanent. On est dans une femme qui a mis des règles. Et ces règles ne sont pas froides, elles sont vitales. Ce qui change, c'est aussi sa manière de revenir. En 2025, le retour musical s'écrit comme un projet maîtrisé. Un 8e album, Le Retour des Beaux Jours, annoncé pour une sortie le 10 octobre 2025, et porté par une collaboration artistique structurante avec Étienne Dao et, selon Le Monde, Jean-Louis Pierrot dans l'écriture et la composition. Le disque, loin d'un coup médiatique, est présenté comme un travail d'intériorité, et la presse insiste sur un point sensible, la présence de ses enfants, Jack et Lily Rose Depp, parmi les contributeurs, signe d'un retour qui ne sépare pas totalement la musique de la vie, mais qui la protège autrement. Ce soir-là, on pourrait s'attendre à des confidences, à des récits intimes livrés à la demande. Or justement, Paradis refuse le piège du journal. Dans Numéro, on lit cette nuance qui dit tout. Elle explique qu'elle s'est confiée pour préparer le disque, mais ce n'est en rien un journal intime. La phrase est courte, presque sèche, et pourtant elle réconcilie deux besoins opposés. Donner de soi, mais ne pas se livrer. L'après-tempête chez elle, c'est cette gymnastique. Elle accepte la lumière, mais pas la captation. Elle consent au récit, mais pas à l'appropriation. Le Monde souligne encore qu'en entretien, elle reste prudente, exige des questions précises et laisse deviner une vigilance forgée par l'expérience. Même quand elle annonce la scène, le mouvement reste cadré. Des médias confirment une tournée à partir de mars 2026 et des dates qui s'agrègent progressivement. Face à elle, Gérard Darmon traverse un après d'une autre nature, celui d'un homme qui a beaucoup vécu dans le bruit et qui arrive à l'âge où l'on choisit ses mots comme on choisit ses silences. Darmon n'est pas seulement un acteur populaire, il est aussi chanteur, et son identité publique s'est construite sur une forme d'oralité, de chaleur, d'énergie directe.
Né le 29 février 1948, il appartient à une génération pour qui le métier se fait au contact, dans le collectif, dans la parole qui circule. Et pourtant, à 77 ans, l'important n'est plus de prendre la place, c'est de comprendre ce qu'on a fait de cette place. C'est ici que sa perception de Vanessa Paradis prend un autre sens. Parce qu'il ne la regarde plus comme un public la regarde. Il la regarde comme on regarde une collègue qui a trouvé un équilibre que le milieu rend presque impossible. Il la voit tenir sans s'exhiber, exister sans réclamer. Et cela, pour un homme du verbe, devient une forme de leçon. Leur rencontre à la télévision, sur Burger Quiz, reste un point de repère concret. L'émission du 20 juin 2018 réunit justement Vanessa Paradis et Gérard Darmon parmi les invités. Dans un dispositif qui pousse au relâchement, à la surenchère, à la vanne, elle prouve qu'on peut rire sans se dévoiler. Lui, il comprend qu'une retenue peut être plus impressionnante qu'une démonstration. Après la tempête, donc, ils ne font pas la même chose. Mais ils parlent, chacun à sa manière, du même sujet. La limite. Vanessa Paradis fixe la limite pour survivre à la curiosité. Gérard Darmon, lui, commence à regarder la limite comme une valeur en soi, presque une élégance. Et quand il parle enfin de cette pudeur rare, ce n'est pas un scoop, c'est un hommage à une façon d'être au monde. Une manière de dire qu'au milieu d'une industrie qui encourage l'exposition, il existe encore des artistes qui protègent quelque chose de plus précieux que d'image, la dignité intérieure. Il y a des choses qu'on ne révèle pas pour faire du bruit. On les révèle pour réparer une idée fausse. Pendant longtemps, Gérard Darmon ne dit rien de ce qu'il a ressenti face à Vanessa Paradis. Il peut parler de sa carrière, de ses rôles, de ses chansons, de son âge qui avance, mais pas de ça. Pas de cette impression presque dérangeante. Une femme qui existe sans réclamer et qui, dans un monde qui surjoue l'intime, protège quelque chose d'intransférable. Et puis vient ce moment où il accepte enfin de poser des mots. Ce n'est pas une confession arrachée, c'est une parole choisie, un entretien de week-end, une émission où l'on parle plus lentement, où l'on laisse les silences respirer. À l'automne 2025, Darmon est invité chez Bernard Montiel dans Une heure avec, dans le cadre de la pièce Un château de cartes, un rendez-vous daté autour du 21 septembre 2025 et mis en ligne dans le flux de podcasts au début d'octobre. Et, dans la presse People, on relève qu'il s'y confie avec franchise sur le temps qui passe, sur la suite, sur ce qu'il veut encore faire. Mais alors, pourquoi au milieu de tout ça évoquer Vanessa Paradis? Parce que la question de la parole devient, à 77 ans, une question de responsabilité. Quand on a passé sa vie à être regardé, on finit par comprendre ce que coûte le regard. Et quand on comprend le coût, on regarde autrement ceux qui ont appris à se protéger. La révélation de Darmon, ce n'est pas un secret au sens scandaleux. C'est presque l'inverse. Il révèle qu'il a appris à respecter un silence. Il révèle qu'il a cessé de prendre le silence pour une stratégie ou pour une froideur. Il révèle qu'il a reconnu, chez Paradis, une pudeur qu'on ne voit presque plus parce qu'elle n'est pas décorative. Elle est structurante. Il parle de pudeur rare, comme on parle d'une éthique. Et cette idée, elle résonne, parce que Vanessa Paradis, au même moment, revient dans la lumière sans changer de règle. Le portrait publié par M, le magazine du Monde, fin août 2025, insiste sur sa vigilance, sur la séparation stricte entre l'artiste et la sphère privée, et sur ce retour musical construit avec Étienne Dao pour un album annoncé en octobre 2025, après plusieurs années sans disque. Dans la version anglaise de cet article, une précision tombe, sèche, presque administrative, comme un panneau interdit d'entrée. Vanessa does not speak about her private life, rappelle sa publiciste. Tout est là. Ce n'est pas qu'elle n'a rien à dire, c'est qu'elle refuse de vendre ce qui ne se vend. Et Darmon, lui, dit enfin ce que cette pudeur déclenche chez un homme de scène. Il dit en substance qu'il y a, chez elle, une manière de se tenir qui n'humilie personne, une retenue qui n'écrase pas l'autre, qui ne le punit pas, une retenue qui oblige simplement à faire mieux, à être plus juste, moins intrusif, moins gourmand. Ce soir-là, on comprend que pour lui, la pudeur n'est pas un non, c'est un oui très étroit, très précis. Oui à la musique, oui au travail, oui à l'émotion, non à la consommation. Et sa révélation va plus loin. Il admet qu'il s'est tu parce qu'il avait peur de participer au système qu'il critique. Peur de transformer une qualité humaine en petites phrases. Peur d'ajouter une couche de commentaires sur une femme qui en a déjà subi trop. Alors il choisit un autre angle. Il ne raconte pas elle,
Il raconte ce que cela lui a fait à lui. Il raconte qu'il a vu, en plateau, une célébrité qui ne cherche pas à être aimée par la facilité. Et, pour rendre la scène tangible sans trahir l'intime, il s'appuie sur un fait public. Ils ont partagé une émission de télévision, Burger Quiz, diffusée le 20 juin 2018, où Vanessa Paradis figurait parmi les invités avec Gérard Darmon. Ce cadre-là, justement, pousse à la surenchère, au relâchement, à l'exhibition sympathique. Et pourtant, elle y reste elle-même, présente mais pas livrée. La révélation devient alors presque politique. Darmon dit qu'il admire une femme qui résiste à l'époque. Une femme qui rappelle qu'on peut être populaire sans se mettre à nu, qu'on peut émouvoir sans raconter sa cuisine intérieure. Et là, son regard se pose sur une évidence que beaucoup oublient. Si Vanessa Paradis revient en 2025 avec un album nourri de confidences artistiques, il y a beaucoup de moi, mais ce n'est pas du tout un journal, dit-elle à propos de ce travail. C'est justement parce qu'elle a trouvé l'unique endroit où l'intime peut devenir partage. La chanson, le texte, la mise en forme. Ce cadre-là, justement, pousse à la surenchère, au relâchement, à l'exhibition sympathique. Et pourtant, elle y reste elle-même, présente, mais pas livrée. La révélation devient alors presque politique. Darmon dit qu'il admire une femme qui résiste à l'époque. Une femme qui rappelle qu'on peut être populaire sans se mettre à nu, qu'on peut émouvoir sans raconter sa cuisine intérieure. Et là, son regard se pose sur une évidence que beaucoup oublient. Si Vanessa Paradis revient en 2025 avec un album nourri de confidences artistiques, il y a beaucoup de moi, mais ce n'est pas du tout un journal, dit-elle à propos de ce travail. C'est justement parce qu'elle a trouvé l'unique endroit où l'intime peut devenir partage. La chanson, le texte, la mise en forme. Voilà la pudeur rare. Pas l'absence d'émotion, la maîtrise de sa destination. On croit souvent que la pudeur est un manque. En réalité, c'est une force qui oblige les autres à se tenir à bonne distance d'eux-mêmes. Ce que Gérard Darmon dit « enfin » à 77 ans n'ajoute pas une histoire de plus au grand bruit français. Cela retire, au contraire, une couche de bruit. Il ne dévoile pas Vanessa Paradis. Il la laisse à sa place exacte, celle d'une artiste qui a compris que l'intime n'est pas une monnaie, mais une frontière. C'est là que le récit se retourne. Parce qu'on s'attend toujours dans la culture people à une révélation qui ouvre un coffre, à un aveu qui donne des clés, à une phrase qui autorise le public à entrer. Or, la révélation ici est de l'ordre inverse. Elle consiste à rappeler qu'on n'entre pas. Darmon, dans cette parole tardive, ne réclame pas de proximité. Il raconte une leçon de respect. Et, à l'échelle d'une industrie qui a fait du dévoilement une forme de performance, ce geste paraît presque anachronique. Il met en valeur une qualité qui n'a pas de rendement immédiat, la retenue. Vanessa Paradis, elle, continue d'avancer avec ce même principe. Elle revient, elle repart, elle chante, elle tourne, mais elle ne change pas de contrat intérieur. Elle accepte la lumière pour ce qu'elle permet, l'œuvre, la scène, la rencontre avec le public, et elle refuse la lumière comme projecteur sur sa vie privée. Beaucoup appellent ça discrétion. On pourrait aussi appeler ça cohérence. Et c'est peut-être ce que Darmon a reconnu, une cohérence rare dans un monde qui vous pousse à vous contredire pour rester visible. Car au fond, la pudeur de Paradis n'est pas un silence vide, c'est un silence plein, un silence occupé par le travail. Un silence où l'on fabrique quelque chose au lieu de commenter ce qu'on est. Dans ce silence-là, l'artiste choisit son langage. Une chanson plutôt qu'une justification, un film plutôt qu'un règlement de compte, un album plutôt qu'une confession brute. L'émotion circule, mais elle circule transformée, travaillée, mise en forme, et c'est ce qui la rend partageable sans être intrusive. C'est aussi d'une certaine manière une façon de se protéger sans se fermer. Parce qu'il y a une nuance essentielle. Se protéger n'est pas refuser le monde, c'est refuser qu'il vous consomme. Et l'épilogue devient alors une question de transmission. Gérard Darmon appartient à une génération qui a connu le star system et ses excès, mais aussi une époque où l'on pouvait encore, parfois, se reconstruire loin des caméras. Vanessa Paradis, elle, a été façonnée par une période où la caméra ne s'éteint jamais vraiment. Même quand on rentre chez soi, l'image continue ailleurs, reprise, découpée, interprétée. Dans ce contexte, la pudeur est une méthode. Elle n'est pas un caprice de star, elle est une hygiène mentale. Alors quand Darmon met des mots sur cette pudeur, il ne raconte pas seulement Vanessa Paradis. Il raconte ce que la célébrité fait aux êtres humains.
Il raconte la fatigue de l'exposition. Il raconte le besoin d'une limite. Il raconte, peut-être, un regret discret, celui d'avoir vécu longtemps dans un métier où l'on confond souvent générosité et abandon de soi. Et, en même temps, sa parole contient quelque chose de plus doux, une admiration sans appropriation. Il ne dit pas « je sais », il dit « j'ai perçu ». Il ne dit pas « je révèle », il dit « je rends justice ». C'est une différence essentielle. Dans un univers où l'on prend, il choisit de reconnaître. Ce que le public retient, à la fin, ce n'est pas un détail croustillant, mais une sensation. Une idée qui reste en bouche. La pudeur peut être une élégance. Une pudeur peut être une intelligence. Et parfois, la pudeur est la seule manière de rester vivant au milieu du spectacle. On pourrait s'attendre à conclure par un verdict. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de jugement sur ceux qui se livrent davantage, ni sur ceux qui s'emmurent. Il y a simplement une scène intérieure, un homme âgé qui a connu 1000 plateaux, 1000 tournages, 1000 moments où l'on parle trop vite, et qui s'arrête enfin pour saluer une femme qui, elle, a su ne pas parler quand il le fallait. Et le reste appartient au silence. Et sur la table, il reste une photo. Le temps, lui, ne dit plus rien.